7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Le décor est désormais planté pour le second tour des élections législatives après la clôture des candidatures hier soir à 18h. Nous voyons donc plus de 200 désistements dans une tentative de constitution d'un front républicain allant de la droite à l'extrême gauche en passant par l'extrême centre contre un rassemblement national aux portes de la majorité absolue. La stratégie est claire, rallier un maximum de voix pour tenter coûte que coûte d'empêcher le Rassemblement national d'accéder à cette majorité qui permettrait à Jordan Bardella de constituer son gouvernement. Des minorités politiques commettent ainsi des arrangements d'arrière-boutique, refusant à la majorité désignée par les Français eux-mêmes le droit de gouverner. Et cette caste politique qui veut gouverner à tout prix, quitte à piétiner allègrement les fondements du principe démocratique, nous allons la décrypter donc dans un instant avec notre journaliste partenaire Xavier Aimant, écrivain, rédacteur en chef de Livre Arbitre et chroniqueur pour la revue Éléments. Bonjour Xavier Aimant. Bonjour à tous. Et nous retrouvons également Frédéric Sinclair que nous avions reçu la semaine dernière pour décrypter cette situation politique inédite. Politologue, analyste en stratégie et en communication politique, ancien chargé de mission auprès du Premier ministre Dominique de Villepin, auteur de plusieurs ouvrages dont La droite face à l'islam et tout récemment L'extrême droite expliquée à Marie Chantal. Bonjour Frédéric Sinclair. Bonjour. Et donc je mène cet entretien avec Élie. Merci Élie de mener cet entretien avec moi. Alors, messieurs, écoutez, pour commencer, Frédéric Sinclair, je vais y aller avec vous. Ces résultats d'élection montrent qu'il existe encore trois grands blocs, un bloc de droite, un bloc central, un bloc de gauche. Est-ce que ces trois blocs sont en train de fusionner justement du centre à la gauche, voire de la droite à la gauche, pour ne créer plus que deux grosses forces politiques, mais qui, cette fois, seraient bien plus larges que la traditionnelle droite et gauche ? Non, ça fusionne pas. Vous l'avez dit dans votre petit édito en introduction. En réalité, il y a une construction artificielle qui est en train de se mettre en place, qui s'appelle le Front républicain, qui est artificielle parce qu'en réalité, elle ne repose sur rien de concret, de tangible au niveau des idées. Le centre globalement social-libéral est assez bien identifié. La gauche, qui aujourd'hui est dominée par un front radical, est bien identifié aussi, c'est-à-dire que les choix politiques ne sont pas conciliables entre la gauche de Jean-Luc Mélenchon, voire même celle de Fabien Roussel ou de Marine Tondelier, et le centre libéral d'Emmanuel Macron, voire le centre droit d'Édouard Philippe. Donc il y a pas d'union possible là, il n'y a même pas d'alliance en vérité possible. Donc ils sont en train de fabriquer une opposition au Rassemblement national. Et ce que vous suggériez est extrêmement important parce que on a bien compris que ce front républicain à l'époque où on était dans une configuration droite-gauche traditionnelle, on savait sur une élection présidentielle que ça n'empêcherait pas le président élu, en l'occurrence Jacques Chirac en 2002, d'obtenir une large majorité à l'Assemblée nationale et donc de gouverner le pays. Il y aurait une stabilité parce que plus qu'une majorité, en vérité, c'est une stabilité qui est importante. Il faut qu'il y ait une majorité absolue d'un côté ou de l'autre pour que les institutions soient stables et puissent fonctionner. Lorsque ce n'est pas le cas, lorsque la majorité n'est pas absolue, lorsqu'elle est simplement relative, on l'a vu, malgré un président élu démocratiquement et des députés élus démocratiquement, ça fonctionne mal. C'est le cas Emmanuel Macron 2022-2024. Là, ce que l'alliance factice gauche-centre est en train de fabriquer, c'est une instabilité à l'Assemblée nationale volontaire. Ils disent « je préfère qu'il n'y ait pas de majorité et qu'on ne puisse pas gouverner plutôt que de laisser les manettes au Rassemblement national et de voir ce qu'ils sont capables de faire ». Et leur argument, c'est un parti raciste, fasciste, pro-nazi, enfin je veux dire, des arguments que plus personne ne peut entendre aujourd'hui, déjà qui était difficilement entendable il y a 30 ans ou 40 ans, mais alors aujourd'hui, c'est une farce. Je vous rappelle quand même, juste en une seconde, pour terminer, cette histoire du nationalisme, c'est la guerre, cette histoire de combat. Vous savez que François Mitterrand et Jean-Marie Le Pen entretenaient les meilleures relations du monde. Un jour, François Mitterrand arrive à la buvette après avoir déclaré que le nationalisme était la guerre. Il en discute avec Jean-Marie Le Pen en lui disant vous avez vu la petite pique, c'était pour vous. Enfin, je veux dire, des piques entre personnes sont devenues aujourd'hui des lignes rouges infranchissables, des totems sacrés.
on vit dans une période complètement folle en vérité. Et on risque, à cause de cette folie-là, de prolonger de plusieurs années l'effondrement du pays qui a besoin de mesures fortes en réalité et qui ne seront pas mises en place parce que l'absence de majorité absolue, si jamais elle arrive, l'absence de majorité absolue l'empêchera. Hmm. Et quand bien même la gauche parviendrait au pouvoir, on peut se questionner sur la pérennité justement de cette union artificielle, vous l'avez dit, union qui va de LR macro-compatible jusqu'à la gauche la plus extrême avec des candidats comme Raphaël Arnaud par exemple, militant antifasciste, fiché S. Alors la gauche au pouvoir, la gauche unie, on l'a vu en 81, ça tient pas très longtemps. Hmm. Les communistes n'ont pas tenu bien longtemps finalement, hein, aux côtés des socialistes. Ils sont rapidement exclus, donc bien évidemment, mais j'allais dire, ça serait de bonne guerre. Non, le problème, c'est que si aujourd'hui, très honnêtement, en tant que politologue, si aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon était en passe de l'emporter, je serais à la limite moins inquiet en tant que politologue. Pourquoi? Parce que je dirais, bon, il y a une politique qui est majoritaire dans le pays, parce que par définition, s'il l'emporte, c'est que la majorité des Français sont en faveur. Bien évidemment, en termes de tradition civilisationnelle, il y aurait une rupture incroyable avec ce qu'a été la France jusqu'à maintenant, mais au moins, on pourrait dire, bon ben voilà, c'est l'équivalent, le symétrique du Rassemblement national. On a une coalition de gauche qui est prête à gouverner, qui va obtenir une majorité à l'Assemblée, une politique qui va être mise en place. Quelque part, d'un point de vue institutionnel, ça fonctionne. On peut être en désaccord, mais au moins ça fonctionne. Là, c'est bien pire que ça. La gauche ne prendra pas le pouvoir, on le sait, c'est impossible. Et quand bien même il ferait des alliances contre nature avec une partie du centre, il ne parviendrait peut-être pas à gouverner, c'est-à-dire à obtenir une majorité absolue. Il va probablement y avoir trois blocs qui, s'ils se reconstituent deux à deux sur le côté gauche, c'est-à-dire gauche-centre, ne parviendront pas à obtenir une majorité absolue. Donc là, on a un vrai problème en fait de représentation. Et on pourrait imaginer qu'on base notre débat démocratique sur simplement des propositions, mais on se rend compte que les propositions, tous les responsables politiques les appellent en disant on veut débattre du fond, on veut débattre du fond, mais au bout de 3 minutes, le fond, on l'oublie et on réactive les arguments de campagne. Le Rassemblement national, c'est le racisme, c'est le fascisme, les petites vidéos qui tournent sur tel ou tel candidat qui aurait porté une casquette nazie. Enfin bref, c'est complètement hallucinant que dans une période où les Français à 66% montrent qu'ils ont envie de politique, les responsables politiques ne soient pas capables de se hisser à la hauteur de l'enjeu. Il y a vraiment un effondrement du niveau de nos responsables politiques qui est quand même assez inquiétant. Xavier Aimant. Oui, je voulais revenir un instant sur ce front républicain qui, comme vous l'avez dit, c'est vraiment le mariage de la carpe libérale macroniste et du lapin gaucho mélenchoniste, donc un attelage totalement surréaliste, puisqu'on va voir des gens qui ont donc battu le pavé pendant des semaines contre la réforme des retraites, aller voter joyeusement ou pas, mais en tout cas aller voter pour Madame Borne qui a imposé cette même réforme. On va voir des farouches gauchistes qui aiment dans les manifestations hurler une balle pour la police ou ACAB, aller voter pour Monsieur Darmanin, le chef suprême de cette même police. Donc on est vraiment dans une situation totalement surréaliste, inversement d'ailleurs aussi, puisque il y a certains donc boomers macronistes qui vont normalement, s'ils suivent les consignes, aller voter pour les chantres de l'augmentation du SMIC, du blocage des prix, etc., etc. Mais est-ce que vous pensez que ces reports de voix vont se faire de façon massive et efficace? Est-ce que l'électorat des uns et des autres va suivre ces consignes, malgré le grand écart idéologique que ça leur demande quand même? La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Il y a une seule chose dont on est sûr, c'est que la crise démocratique, la fracture entre élite et peuple fait que de moins en moins les électeurs sont tentés de suivre les consignes qui leur sont données. Donc de moins en moins. Donc ce qui veut dire que en leur fort intérieur, ils se disent bon, ce que pense Monsieur Machin ou Madame Truc ne peut pas déterminer mon vote. En revanche, il y a de manière indéniable une emprise médiatique extrêmement forte sur les consciences. Et aujourd'hui, les médias mainstream continuent d'articuler un discours qui est globalement, c'est pas très vrai dans le détail, mais globalement
en faveur de ce front républicain. C'est-à-dire qu'ils continuent de croire à leur mythe. Et donc la population qui n'écoute pas forcément le responsable politique ou tel journaliste ne peut pas ne pas être influencé par cette espèce de coalition politico-médiatique qui leur répète mois après mois que le Rassemblement national est d'extrême droite, que c'est un parti raciste, que c'est un parti issu de Waffen-SS et de Division Charlemagne, etc. Et donc ça finit par pénétrer les consciences. On en a tous autour de nous, des personnes qui sont nées au milieu du siècle dernier et qui adhèrent entièrement à ce discours-là et qui n'arrivent pas à le mettre à distance. On l'a vu pendant le Covid, où la France est entrée dans une crise d'hystérie sans précédent. Et puis surtout, on l'a vu, là, on continue de le voir pendant la guerre en Ukraine, où il y a certaines chaînes d'information qui se sont transformées en tracts pro-Zelensky. Enfin, ça, on aurait eu des tracts pro-Poutine, j'aurais gueulé de la même façon. Mais on n'est plus capable de faire de l'analyse politique distanciée. C'est plus possible. Et donc là, on a un vrai sujet, c'est-à-dire que ce qui va se passer dimanche, c'est en grande partie la conséquence de ce que pensent et de ce que disent les médias mainstream, radio, service public, on va dire, et télévision. Donc, l'élection, entre guillemets, est faussée. Alors après, il faut des médias, il faut des intermédiaires, et donc il faut accepter ce jeu-là de la même façon qu'il faut accepter l'espèce de petit putsch, mini-putsch administratif, comme l'a appelé Marine Le Pen, c'est-à-dire que chaque formation politique joue son jeu propre pour éviter l'autre de prendre le pouvoir. Le risque, c'est que si Marine Le Pen demain prenait le pouvoir et qu'elle était séduisante, il y aurait, enfin si Jordan Bardella arrivait à être Premier ministre et qu'il mettait en place une politique qui séduise une partie des Français et surtout qui leur montre qu'il n'y a pas de menace fasciste, qu'en 2027, ça soit perdu et que ça soit perdu pour 10 ans. Parce qu'on l'a vu avec Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le mythe tombe, il y a difficulté après de reprendre les cartes. Emmanuel Macron a été élu en 2022 sur le même mythe que 2017, c'est-à-dire celui de Jacques Chirac en 2002. Attention, il y a une menace. Le jour où cette menace-là n'existe plus, c'est le cas de l'Italie de Meloni et de Salvini, à ce moment-là, ça devient un parti de gouvernement et on va regarder véritablement qui gouverne le mieux. C'est ça qu'ils craignent. Élie Chotard. Oui, avec ces élections, on se rend aussi compte, une fois encore, que les quartiers populaires, c'est-à-dire ceux majoritairement extra-européens, votent en masse à gauche. On a vu des scores de dictateurs en Seine-Saint-Denis, par exemple. Est-ce qu'on n'assiste pas à déjà un choc des civilisations dans les urnes? Et qu'est-ce que cela présage pour la suite, que ce soit dans la société ou alors pour les prochaines élections? On assiste, vous avez raison, à un choc des civilisations, non seulement dans les urnes, mais dans toutes nos sociétés. Ma théorie, c'est que aujourd'hui, tout est géopolitique. En vérité, on est, quand on analyse la théorie de Samuel Huntington, on se rend compte que la véritable clé de compréhension de sa lecture, c'est pas la notion de choc. Tout le monde s'est jeté sur ce truc-là comme si c'était ça le gros risque. En fait, non. La clé, c'est de dire il y a recomposition de blocs civilisationnels et certains sont en pleine résurgence, notamment le bloc islamique. Et quand vous avez des résurgences de blocs civilisationnels aussi forts que le bloc chinois, le bloc islamique, le bloc africain, etc., avec un Occident qui, lui, est en perte de vitesse et qui continue d'être libéral, c'est-à-dire d'ouvrir ses frontières aux produits manufacturés, donc chinois par définition, et aux personnes, donc l'Afrique et le bloc islamique, à partir de ce moment-là, vous devenez poreux, et donc les diasporas qui se constituent au sein même de votre pays prennent une influence politique, non pas propre. Continue de dire que les diasporas ne pensent pas par elles-mêmes. Elles pensent que les grands centres spirituels extérieurs, dans les centres islamiques ou africains, leur disent de penser. Les Maliens, la diaspora malienne en France, pensent que le peuple malien pense. Et donc forcément, vous avez une influence extrêmement forte de ces centres, de ces blocs civilisationnels sur les diasporas. Et plus les diasporas deviennent importantes, plus cette pensée-là s'insinue dans la société. Et le kéfier de Rima Hassan, ce n'est rien d'autre que ça. C'est une marque de l'influence du bloc islamique sur la politique française. Donc il faut penser la géopolitique aujourd'hui. On est un bloc civilisationnel en effondrement, un vieil empire contre lequel ceux qui ont été colonisés veulent prendre leur revanche. Et donc, on subit ça.
Et donc, toute la politique française, non seulement les urnes, mais l'économie, les débats, les manifestations, le rapport qu'il peut y avoir à n'importe quoi, la réforme des retraites, les aides, la PMA, tout, la GPA, tout est en réalité mandaté par des idéologies qui ne sont plus franco-françaises, qui sont connectées à ce qui se passe dans le monde à travers la présence de diaspora, puis à travers les idéologies qui sont en train de se développer aussi et qui sont propres à l'Occident. Donc fondamentalement, il faut arrêter de croire que simplement les ingérences russes auraient une influence sur, même si c'est vrai, sur les élections françaises. En vérité, toutes nos élections sont commandées par une géopolitique que nous ne sommes plus capables de contrôler. Et en un mot, pourquoi nous ne sommes plus capables de contrôler? Parce que nous n'avons plus de soft power. Ce soft power, c'était une colonne vertébrale chrétienne. Ça fait 15 siècles qu'elle existe et elle nous a protégés en termes de mœurs, en termes de culture, en termes de tradition. Elle nous a protégés de toutes les pensées qui venaient d'autour, c'était même l'inverse. C'est-à-dire qu'elle nous permettait de nous projeter. On a été impérialiste et colonisateur parce qu'on avait un soft power puissant, pas seulement parce qu'on avait des armées puissantes. Il faut arriver à parler aux gens quand on les colonise. Il faut leur délivrer un message. Il faut leur dire on va vous apporter ça, parce que ça, c'est supérieur à ce que vous avez vous. Et donc, globalement, cette chose-là, on y a renoncé au 19e siècle et ensuite tout au cours du 20e. Aujourd'hui, on est à poil. Depuis 65, il n'y a plus de christianisme en France. Et donc, forcément, on n'a plus rien pour se protéger. De ce fait-là, l'extérieur décide pour nous. Donc, ces élections-là sont un peu les élections des blocs civilisationnels. Pas seulement le russe, aussi le chinois ou l'asiatique, aussi l'africain, aussi l'islamique, qui viennent, toute proportion gardée, percuter notre actualité et nous dicter un certain nombre de commandements. Et si aujourd'hui, par exemple, un Jean-Luc Mélenchon, qui hier encore disait « je ne veux pas de voile dans la rue », et qui aurait été prêt, par exemple, à freiner, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut, ce Jean-Luc Mélenchon? Il veut du protectionnisme sur les biens, parce qu'il a bien compris qu'économiquement, c'est extrêmement difficile, un modèle néolibéral. Ce protectionnisme sur les biens et le commerce des biens, il ne le veut pas sur les personnes. Pourquoi? Parce que son idéologie différentialiste, elle l'empêche de penser comme ça, parce qu'il a besoin de ce multiculturalisme. Ce multiculturalisme, en réalité, il est celui qui fragilise notre socle politique. Il ne peut pas le voir aujourd'hui. Son électorat est principalement issu des diasporas. Donc, fondamentalement, on est bloqué. On n'arrive pas à reconstruire une autre gauche parce qu'on a laissé filer à cause de notre libéralisme. Donc, il faut bien comprendre aujourd'hui, les électeurs, que si vous voulez comprendre quelque chose au monde qui nous entoure, il faut comprendre les mécaniques des blocs civilisationnels. Les hommes politiques, justement, qui fondent leur légitimité sur le vote de ces populations qui finalement choisissent en fonction des intérêts dictés par des puissances étrangères, est-ce qu'on peut considérer, et c'est une question peut-être un peu osée, est-ce qu'on pourrait considérer que ce sont des traîtres, puisque ils basent donc leurs propositions politiques et leur candidature sur des intérêts étrangers? En fait, je ne parlerai pas comme ça parce que alors le mot ne me choque pas. C'est vrai que pour certains, dire que ce sont des traîtres à la nation, ça paraît insultant. J'essaie de modérer parce qu'il me semble qu'on est très surveillés en ce moment et que... Oui, non, mais je le comprends, mais je comprends le sens dans lequel vous voulez le dire. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne mettent pas les intérêts nationaux au premier plan. Tout à fait. En fait, simplement, c'est leur logiciel qui a changé, qui a muté. C'est vrai pour Emmanuel Macron, c'est vrai pour la gauche aussi. Globalement, Emmanuel Macron et tout le centre social-libéral a adopté, alors qu'ils n'auraient pas dû normalement, mais a adopté une théorie schmittienne des grands ensembles, en fait. Donc globalement, si on n'est pas à la taille d'un empire, on n'arrive pas à se défendre. Vous avez vu que dans leur discours, il y a toujours le principe d'une France qui n'arriverait pas à se défendre seule. Et donc, il faut l'Europe. Il faut quelque chose qui est la taille d'un empire pour qu'on puisse lutter contre les grands blocs civilisationnels. Donc, ils ont pris acte, en fait, de la puissance économique de la Chine, etc., de la puissance du soft power islamique, mais ils ne pensent pas que la taille de la nation soit suffisante. Et donc, ils pensent que le concept de nation est aujourd'hui
dépassé. Et c'est pour ça que c'est un européiste, un fédéraliste, parce qu'il pense qu'on ne sauvera la région France, pas le pays, pas la nation France, mais la région France, région de l'Europe, que si on a une Europe fédérale constituée et donc une force politique et économique suffisamment vaste. Ensuite, les gens comme Jean-Luc Mélenchon, eux, ont un logiciel qui est en rupture avec tout ça. En réalité, pour eux, le citoyen du monde est devenu une réalité. La nécessité d'ouvrir une porte à l'autre pour le reconnaître comme soi, c'est-à-dire en fait c'est un effacement de la notion d'ennemi. Il n'y a plus que des amis sur toute la planète. L'ennemi, c'est le capital. Et cet ami-là, pour le reconnaître, on ne doit pas faire comme les vieux marxistes qui ne reconnaissaient que les droits et les questions économiques. Il faut aussi reconnaître la culture. Et c'est pour ça qu'il reconnaît aujourd'hui le voile alors qu'il ne le faisait pas hier. C'est parce que la dimension culturelle est entrée dans le logiciel woke en disant si vous ne reconnaissez, vous faites de l'égalité de droit, de l'égalité économique, mais pas la question culturelle, vous n'y arrivez pas. Mais merci Frédéric Sinclair, on revient vers vous dans un instant. Il est presque 8h59, le bulletin d'actualité démarre un peu tôt et ensuite on revient vers vous. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Xavier Aimant, je me tourne vers vous. Oui, moi j'aurais voulu qu'on s'arrête une minute sur un cas particulier qui a été évoqué, c'est celui de Raphaël Arnaud, qui me semble assez intéressant et symbolique. Donc pour rappel, Raphaël Arnaud, c'est le porte-parole du mouvement activiste violent Antifa, la Jeune Garde. Il est fiché S, donc considéré comme potentiellement dangereux pour l'État, et donc il a été candidat pour le nouveau Front Populaire. Il est passé au second tour, et il est même aujourd'hui en position d'être élu, puisque l'autre candidat de gauche s'est désisté en sa faveur, et il reçoit un certain nombre d'appuis, notamment celui de la maire d'Avignon. Alors, ce cas de figure peut paraître évidemment à première vue choquant, voir un fichier S potentiellement député de la République, mais si on se penche un peu plus sur la question, au-delà de ce que l'on peut penser de cet individu assez sinistre et qui ne fait évidemment pas partie de nos amis, est-ce que ce cas particulier ne peut pas être aussi considéré comme une forme de courage politique de la part du Front Populaire qui admet l'existence de ces franges radicales, qui légitime ces franges radicales, qui leur donne même des responsabilités, c'est-à-dire qui fait la stratégie politique exactement inverse de celle du Rassemblement national, qui de son côté n'a de cesse que de critiquer, dénoncer, même annoncer la dissolution des mouvements activistes de droite plus ou moins radicaux. Et donc là, l'extrême gauche obtient une légitimité auprès du Front Populaire que l'extrême droite, entre guillemets, n'obtient pas auprès du Rassemblement national, parce que le Front Populaire a peut-être conscience qu'elle aura à terme besoin de cette frange radicale. Et l'autre chose que peut révéler ce cas particulier, puisque cet activiste Antifa est potentiellement éligible, c'est l'acceptation finalement de la radicalité politique et même d'une certaine violence par l'électorat. Contrairement à ce qu'on nous dit, est-ce que ça ne signifierait pas que la population, ou en tout cas l'électorat, est finalement presque demandeur d'une forme de radicalité politique ? Et est-ce que ce ne serait pas un privilège pour la gauche aussi ? Est-ce qu'un tel candidat, mais du bord opposé, aurait été aussi toléré et accepté ? Frédéric Sinclair, je vous laisse répondre à tout ça. Ça fait beaucoup de questions, donc je vais essayer d'être bref, contrairement à mon habitude. Et donc, j'aurais tendance à dire oui à la dernière question qui a été posée. Bien évidemment qu'on accepte la violence ou la radicalité à gauche, qu'on rejette à droite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur cette notion qui est le cosmopolitisme, c'est-à-dire le principe d'être citoyen du monde, de voir des amis et pas des ennemis. L'ennemi à gauche, c'est le système. Un système néolibéral, un système économique, la lutte des classes. Et donc ça, globalement, c'est entrer dans les mœurs. C'est l'autre qui pose problème, c'est-à-dire l'étranger à droite. Et donc là, c'est inacceptable parce que ça vient percuter
cette doctrine du cosmopolitisme qui est née au XVIIIe siècle. Vous savez que le projet de paix perpétuelle de Kant, c'est le premier livre qui est traduit et qui entre en France au début de la Révolution, enfin juste avant la Révolution française. C'est par cette notion-là de cosmopolitisme que la pensée critique rationaliste allemande, libérale, entre en France. Ça a profondément marqué notre conscience et ça n'a pas pris, j'allais dire, ça s'est pas ancré dans nos mœurs dès le XVIIIe siècle, mais par contre, ça continue de fonctionner jusqu'à aujourd'hui au point que ça a effacé la notion d'ennemi. Donc, être radical à droite et être radical à gauche, ça ne peut pas être mis sur un plan d'égalité. Ensuite, la deuxième chose, c'est que un fichier S, ce n'est pas quelqu'un qui est passé à l'acte et qui a été condamné pour et qui aujourd'hui serait un criminel en puissance. C'est quelqu'un, encore une fois, qui a un projet politique radical et qui exprime cette violence-là et qui dit « je suis prêt à aller jusque-là » pour faire entendre mes idées si le système est bloqué, si le système bourgeois, pour parler comme les gens de gauche, est bloqué et refuse d'entendre et continue de protéger les privilèges de quelques-uns par rapport aux attentes du peuple. On a une tradition révolutionnaire en France qui est une des mieux ancrées en Europe. Donc fondamentalement, il est difficile pour, j'allais dire, la population de se dire c'est illégitime de penser comme ça. Bien sûr que non, parce que notre Révolution française, elle est née comme ça, et pas seulement celle de 1789, mais aussi celle de 1830, mais aussi celle de 1848, mais aussi celle de 1870. Mais vous voyez, ça s'arrête jamais en fait. Et il y en a peut-être même qui vont pousser ça jusqu'à 68, alors que c'était une révolution factice. Mais fondamentalement, il y a une forme de légitimité morale au positionnement d'Arnaud qui n'a pas à droite ou ce qu'on appelle l'extrême droite. La deuxième chose qui me paraît importante de dire, et je m'arrêterai là, c'est que LFI peut jouer sur les marges, parce qu'on parle bien de marge dans des cas comme ça, contrairement au Rassemblement national, parce que LFI tout seul, sans son front républicain, enfin sans son nouveau front populaire, ou hier sans sa NUPES, ne peut pas espérer gouverner. Déjà, même avec ça, il ne peut pas espérer gouverner. Alors que le Rassemblement national seul peut être en capacité de le faire. Donc vous voyez bien qu'il fallait au Rassemblement national qu'il y ait tout d'abord une dédiabolisation, et puis ensuite une normalisation, et maintenant une notabilisation, c'est-à-dire qu'il va falloir commencer à faire émerger des figures qui ressemblent à des notables. Sébastien Chenu en est un. Yaël Braun-Pivet disait à l'Assemblée nationale qu'elle avait un grand plaisir à travailler avec lui. Donc il y a une notabilisation du Rassemblement national. Il va falloir qu'elle se poursuive pour si le Rassemblement national espère gouverner comme l'a fait hier, par exemple, le RPR, etc. Donc, chez LFI, on n'en est pas là. La position de LFI, c'était plutôt celle du Jean-Marie Le Pen père. C'est globalement, je suis là pour un message d'agite-propre, métapolitique, mais pas pour prendre le pouvoir, même si Jean-Luc Mélenchon passe son temps à appeler au pouvoir. Élie Chotard. Et est-ce que justement ce Rassemblement national est intrinsèquement de droite? Parce qu'on voit les figures du RN actuellement, il n'y a quasiment rien à voir avec des figures historiques de la droite comme Charles Maurras ou tous les penseurs qui ont influencé notre famille de pensée. Mais vous avez raison, hein, Philippe Olivier dit régulièrement, donc le stratège de Marine Le Pen dit régulièrement qu'il refuse. Enfin, dites-lui que vous pensez le Rassemblement national comme un parti de droite, il va vous couper net. Il va vous dire non, on n'est ni de droite ni de gauche. Moi, ça me pose un problème cette formulation ni droite ni gauche, parce que c'est Yves Sternel qui définit comme ça le fascisme européen. Donc, je pense qu'en termes de communication pure, il devrait arrêter de dire ni droite ni gauche. Mais ça, c'est en petite parenthèse. Pour le reste, est-ce qu'ils sont de droite? Le problème, c'est que je crois que définir la droite, c'est très très compliqué. C'est très compliqué parce que aujourd'hui, les libéraux, par exemple, on va dire, c'est les gens de droite. Sauf que vous lisez l'histoire des gauches et vous allez voir de Julliard, par exemple, et vous allez voir qu'il commence par la gauche libérale, parce que le libéralisme avec les Lumières naît à gauche. Alors ensuite, il est capté à droite parce que la droite devient, par Marx, le parti du capital. Mais est-ce que la gauche n'a pas rallié le parti du capital? Est-ce qu'elle n'est pas aussi la porteuse à travers la social-démocratie, le social-libéralisme, d'une promotion de la création de richesses? Déjà, Proudhon prônait la création de richesses et la redistribution de richesses assez large. Chez Marx, on veut renverser
en théorie le capitalisme, mais dans les faits, ce n'est jamais ce qui se passe. Le communisme, c'est la construction d'un État capitaliste qui est censé redistribuer plus largement au peuple. Et donc, au final, personne ne rompt jamais avec la doxa capitaliste. Marx a comme point d'appui des économistes classiques comme Smith et Ricardo. Donc, il y a une espèce de complexité à essayer de trouver la ligne qui sépare véritablement la droite et la gauche. Donc, j'allais dire, on continue tous d'utiliser ces termes-là et on voit bien à quoi ça renvoie. RPR, UDF plutôt à droite, PS plutôt à gauche, communiste plutôt à gauche. Mais fondamentalement, c'est compliqué. Le Rassemblement national, sa spécificité, c'est qu'il se veut illibéral d'une certaine manière, même s'il n'utilise pas le terme. Il y a quelque part aujourd'hui une volonté de rompre avec le néolibéralisme. Je crois que la principale erreur qui est commise par le Rassemblement national et les autres, c'est de penser cette rupture à gauche. Et donc c'est pour ça de dire je ne suis ni de droite ni de gauche. En vérité, ils devraient davantage assumer leur ancrage à droite. Et au lieu de penser un anticapitalisme avec des méthodes qui pourraient être apparentées au fait de creuser le budget ou de protéger les travailleurs, etc., comme le fait la gauche, de penser un post-libéralisme, c'est-à-dire de penser les choses à une échelle un peu plus large, au niveau européen, au niveau international, et de voir comment on peut simplement dépasser le paradigme libéral. Et ça, ils ne sont pas encore prêts à le faire. Et donc, je pense que c'est davantage leur positionnement qui jette un espèce de flou sur ce qu'ils sont que la nature même de leur parti. C'est-à-dire que, en réalité, je crois qu'on souffre aujourd'hui parce qu'on est en train de changer d'époque, on est en train de changer d'air, d'un manque de théorie politique. Il va falloir commencer à penser un certain nombre de choses, et notamment le moyen de sortir du capitalisme sans plus se soucier de savoir si un tel est à droite ou un tel est à gauche, parce qu'en vérité, ça a peu d'importance. Xavier Aymon. Alors, dans le contexte délicat actuel, est-ce qu'on peut se demander s'il est vraiment souhaitable pour le RN d'obtenir la majorité absolue dimanche et donc d'accéder au pouvoir, mais dans le cadre d'une cohabitation qui s'annonce déjà très compliquée et donc une situation difficile pour imposer son programme. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux rester pour le moment dans une opposition renforcée, mais dans l'opposition toujours, et jouer la carte de la présidentielle, peut-être une présidentielle anticipée d'ailleurs, pour arriver au moins avec les mains relativement libres au pouvoir et ne pas risquer de décevoir justement son électorat en n'étant pas assez efficace dans le cadre d'une cohabitation? Alors, quand on regarde les choses d'ici, j'aurais tendance à vous dire, on peut penser cela. Effectivement, à partir du moment où vous prenez le pouvoir et vous exercez le pouvoir, vous prenez un risque parce que vous avez un bilan. Et là, en l'occurrence, le bilan sera contraint par les institutions, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, Présidence de la République, qui vont tout faire pour empêcher les lois ou les projets de loi d'aboutir. Mais d'un autre côté, j'aurais tendance à vous dire que s'ils exercent le pouvoir dans ces conditions-là, ils ont une vraie carte à jouer. C'est-à-dire, regardez, le système est coalisé contre nous et veut nous empêcher de gouverner. C'est-à-dire, globalement, le système est en train de piétiner votre vote. Vous avez eu la majorité dans les urnes et ils sont encore en train de résister. Et si à chaque fois ils font un exercice de communication comme ça, bien ciselé, ils peuvent arriver à la fois à débunker ce mythe d'une extrême droite qui serait raciste, etc., en montrant que leurs projets de loi ne le sont pas, et en même temps à stigmatiser le système en disant il faut le renverser de manière plus large et donner le pouvoir à Marine Le Pen. Alors que s'il restait une espèce de grosse masse incapable de gouverner parce que n'ayant pas atteint la taille critique, mais suffisamment importante pour être le groupe le plus large à l'Assemblée nationale, alors à ce moment-là, on ferait reproche à ce Rassemblement national d'être cette énorme masse informe qui ne sert à rien. Et là, à ce moment-là, puisqu'ils ne gouvernent pas, puisqu'ils ne sont pas capables de montrer de quoi qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour le pays, eh bien, on viendrait faire de la petite politique politicienne. Regardez, un tel a dit ceci, un tel a dit cela. Vous avez vu là, en ce moment, ils passent leur temps à filmer les candidats du Rassemblement national pour montrer soit que c'est des geeks, soit qu'ils sont pas capables de parler, soit qu'ils sont complètement dingues, soit que c'est un tordu. Bref. Donc, fondamentalement, on ferait de la politique minable. Et je suis pas sûr que ça profite. Alors déjà, ça profitera pas au pays parce qu'il y aura une absence de stabilité institutionnelle, on ne pourra pas avancer, mais en plus de ça, je ne suis pas certain que ça profite
au parti. Donc, ceux qui font le pari en ce moment que Marine Le Pen ne veut pas prendre le pouvoir, je pense qu'ils font un mauvais pari. Je crois qu'au in fine, ils ont plus intérêt à parvenir à le prendre. Surtout qu'ils réussiraient peut-être à faire ce qui se dessine en ce moment, c'est-à-dire à rallier une partie du LR Canal Historique qui s'est désolidarisé de Ciotti au début et qui pourrait finalement rallier au moment où tout le monde est élu et au moment où il s'agit de gouverner. J'aimerais, il nous reste quelques minutes, aborder rapidement ce jeu des alliances et des désistements de l'entre-deux tours. On a un sénateur, monsieur Le Rudelier, qui propose une loi pour interdire justement ces désistements, puisqu'il pose un problème démocratique. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Sinclair ? C'est son interdiction qui pose un problème démocratique. Et à partir du moment où vous commencez à dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent voter, comment ils doivent se comporter, moi je commence à entendre la petite musique de la tyrannie, ce qu'on appelle la dictature habituellement. Donc je suis pas trop un libéral, hein, je suis plutôt un post-libéral, mais pour pouvoir être post-libéral, il faut d'abord avoir établi un socle de liberté impostable. Et aujourd'hui, on n'y est pas. Donc il va d'abord falloir commencer par rappeler un certain nombre de libertés économiques et politiques. Et puis une fois que ça sera fait, penser à passer au-delà. Mais là, typiquement, on est en train de restreindre les libertés. Même s'il y a manipulation, même si c'est artificiel, c'est là que se situe le niveau de la conscience des responsables politiques et de la population. Il faut en passer par là, il faut l'accepter. Ça fait partie du jeu démocratique. D'accord. Et donc pour les citoyens justement qui se sentiraient lésés par ces jeux d'alliance, est-ce que vous pouvez quand même comprendre qu'il y a peut-être quand même un véritable sujet et on pourrait proposer, je sais pas, une autre forme, un autre modèle justement pour pallier ça? Ben, je pense qu'il n'y a pas de modèle. C'est-à-dire que vous avez un enfant qui est je sais pas, en CP ou en CE1 et qui ne s'est toujours pas divisé parce que la division, ça s'apprend qu'en CM1 ou en CM2, il le sait pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas la maturité nécessaire. Il y a un certain nombre de choses que vous pouvez pas lui expliquer non plus, sur la sexualité, sur je sais pas quoi. On est un peuple, j'en discutais d'ailleurs avec Chantal Delsol, c'est elle qui me dit, je pense qu'on est immature démocratiquement. Oui, c'est vrai. Nous sommes un peuple immature démocratiquement. La mystification de nazis, des fascistes qui sont aux portes du pouvoir fait partie de ça. Et donc, ce type de mesure fait partie de ça. Les désistements auxquels il fait référence font partie de ça. Les gens qui se désistent sont immatures démocratiquement. Ils ne sont pas au niveau. Mais il faut qu'on grandisse collectivement. Et ça ne se fait que par le dialogue, l'explication, la réflexion sur les idées, etc., etc. On n'en fait pas assez. On passe trop de temps à faire du Hanouna, même si j'ai beaucoup de sympathie pour lui, et pas suffisamment à poser des vraies questions, des vrais sujets. Donc, je pense qu'il va falloir, à un moment, rompre avec le « je veux gagner plus d'argent, je veux du pouvoir d'achat, je veux acheter des saloperies produites en Chine pour défiler dans la rue avec un short à ras-le-bonbon ». Et il y a un moment, il va falloir se poser la question réellement de notre niveau intellectuel et se dire quand est-ce qu'on monte d'un cran ? Si on monte plus d'un cran, on va se faire bouffer, on va disparaître. Donc, je pense qu'il n'y a pas le choix. On espère que ça arrivera et puis nous, de notre côté, à Radio Courtoisie, justement, on aime bien donner la parole à vous en partie, Frédéric Sinclair, puisque ça permet de prendre de la hauteur et c'est bien ce dont nous avons besoin en ce moment, effectivement, sortir de ces petits jeux de pouvoir, de désistement et essayer de contempler les choses dans leur ensemble. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous pour décrypter tout cela et puis on vous retrouvera probablement très bientôt.